Je suis heureuse en tout cas d'avoir été invitée par Gérard Pommier en tant qu'analyste à l'association lacanienne internationale, mais surtout, je pense, pour ce soir, poète. Et donc, je crois que c'est en tant que poète que Gérard m'a invité ce soir. Voilà. Donc, j'ai publié une vingtaine de livres à ce jour. Donc, principalement aux éditions Flammarion et aux éditions Une. Voilà. Jean-Michel Hirt, j'ai connu Gérard il y a longtemps à Marseille, dans un colloque qui remonte presque à une autre période du temps, très différente. Et puis je suis à l'APF et je suis aussi prof, enfin j'étais prof de fac à Paris 13. J'ai publié un certain nombre de livres, et notamment un qui se trouve peut-être ici, parce qu'il est sorti il y a un mois, qui s'appelle Le Socle d'argile, qui est un livre sur le père et la paternité. Voilà. Franck Ancel, je suis analyste, jeune analyste, je suis membre de l'ECF, puisque tout le monde a donné son étiquette école, donc je précise ECF. Je suis un peu fatigué parce que j'ai fait ma deuxième dose Moderna hier, et pour aller parler à Rome, dans le cadre des forums, et dont le titre est un clin d'œil à Marcel Duchamp. Donc vous voyez que j'ai déjà un petit pied dans l'art, et effectivement la question de la poésie m'intéresse beaucoup, et je remercie Gérard Pommier d'avoir tendu une main, et c'est sur une main tendue qu'on essaiera de répondre au livre La poésie brûle. Voilà. C'est bien envoyé. Mais Franck, vous organisez aussi pas mal de rencontres là, on autour de l'art et de la psychanalyse. Donc j'étais très enchanté de revenir chez Tchan, parce qu'en septembre de l'année dernière, on a organisé quelque chose où malheureusement Gérard n'avait pas pu être présent, ici chez Tchan, autour d'un livre qui s'appelle La pratique de Lacan. Et on avait organisé une diffusion sur Internet en plein confinement où 450 personnes nous avaient rejoints depuis la librairie. Et puis il y a quelques mois, j'en parlais tout à l'heure par rapport au surréalisme, je me suis fait un plaisir parce qu'on aime beaucoup chez Tchan, et Tchan 13 c'était la BNF, alors que l'exposition sur le surréalisme était fermée. Et on a fait une rencontre autour de Jean-Pierre Brisset, qui est un des on va dire écrivain, et pas dire poète, mais précurseur du surréalisme. Et donc on s'est bien amusé à organiser quelque chose depuis Tchan 13 à la librairie, alors que tout était fermé à la BNF. Donc on aime bien aussi ouvrir les portes. Très bien. Malgré moi, je préside alors. C'est vous qui présidez. Ouais. Esther Tellerman va peut-être parler en premier. D'accord, merci. Je ferai une petite intervention très courte, mais voilà, c'est ma manière de rendre hommage à ce livre. Gérard Pommier, puisque vous connaissez Gérard Pommier évidemment, c'est probablement un livre inhabituel que ce livre totalement consacré à la poésie et la poésie contemporaine. Donc je me permets de le présenter à ma façon. Et justement, dans cette librairie Tchan, qui abrite, alors je parle fort, excusez-moi, parce que j'ai l'impression que comme il n'y a pas de micro, sinon vous n'entendrez pas, donc ce très beau livre, très très beau livre que j'ai lu avec un plaisir inouï, donc paru aux éditions Galilée en 2020, et qui donc dans une des librairies qui défend la poésie contemporaine, qui abrite la poésie contemporaine. Et donc ici dans cette librairie, Muriel Bonicel, Fernando Barros ce soir présent, Yannick Poirier et d'autres qui veillent à la diffusion de la pensée et à la diffusion de la poésie. Et ceci sans relâche. Donc je voulais leur rendre hommage ce soir, puisqu'ils sont restés ouverts pendant que nous étions relégués devant les écrans et dans les supermarchés. Et Yannick a fait résistance alors qu'il y avait donc ces fermetures de librairie comme bien non essentielles. Donc je veux ce soir aussi leur rendre hommage et rendre hommage à la librairie par cette soirée. Cette rencontre donc autour d'un livre sans précédent de la part d'un psychanalyste lu et reconnu comme Gérard Pommier, qui a donc travaillé, alors je ne vais pas le présenter puisqu'ici
vous le connaissez tous, hein, que ce soit sur les neurosciences, le transfert, l'amour, etc. Donc reconnu et lu, dont l'œuvre est abondante, donc, et qui démontre dans ce livre de quelques 300 pages, disons, démontre, je dirais plutôt chante que démontre, et c'est ça l'originalité extraordinaire de ce livre, c'est donc son style, son écriture, hein, démontre donc que la poésie, et ceci non seulement dans notre culture, notre travail d'analyste, mais en tant qu'elle est refoulée sous l'inflation des bavardages discursifs, est la reprise, il me semble que c'est un peu l'axe de ce livre, et ce sera bien sûr discuté par les intervenants, donc la reprise du babil en quelque sorte, de ce babil qui met tout enfant au monde, c'est-à-dire debout. Et cette thèse, enfin thèse, hypothèse clinique en quelque sorte, court sous dans l'ensemble de ce livre, avec une démonstration, avec des démonstrations extrêmement fortes sur la poésie contemporaine. L'enfant, dites-vous, en clinicien, donc, est poète. Et qu'en prononçant les 2 syllabes de mama, papa, dans toutes les langues, il rime. La 2e syllabe, dites-vous, parce que je vais beaucoup vous citer, c'est ce qui l'arrache à la chose freudienne, le premier objet d'amour, incarné par la mère. La première syllabe de ce haïku fondamental, dites-vous, veut dévorer l'autre, la seconde se tourne vers cet autre et s'en sépare. Donc double mouvement à la fois d'amour et de séparation. Car au début, observez-vous aussi en clinicien, n'est pas le paradis pour l'enfant, mais la cruauté du premier attachement qui dévore et dont le cri dit la douleur de se séparer. Alors, dérouler son babil et pour le nourrisson tenter de se séparer de la mère, poétiser le cri, en syllabes, sonorité, rythme. Mais ce mouvement garde son paradoxe, le paradoxe de l'amour, qui est de garder en lui la trace d'une angoisse première, celle de la peur de la nuit où nous ne sommes pas séparés. En ce cri primordial, vous retrouvez, Gérard Pommier, le cri orgastique, ce point où la vie rencontre la mort. Et il y a vraiment de très beaux passages aussi sur l'amour. Ce cri, donc, le livre aussi est construit autour de la poétisation du cri. Ce cri que la prose refoule, dites-vous, éteint, que la poésie restitue, dissémine, poétise donc en autant d'assonances, de musicalité, de concrétion sonore, de blanc. Même analphabétisme que dans l'acte d'amour, même syncope, même vertige, même, je vous cite, infracassable noyau de nuit. Tsvetaïeva, Reznikov, Nerval, Celan, Garcia Lorca, Saint John Perse ont brûlé l'ancêtre, dites-vous, transgressé les mots de la tribu, les mots appris. Ils ont brûlé le vocabulaire de la prose. Ils sont allés à contre-prose, contre la syntaxe. Ils ont retourné la grammaticalité. Ainsi le poème, dites-vous, se tient-il debout, passant au vers, achoppant à son extrémité sur un vide, celui-même de la parole. Et qu'importe d'ailleurs le verbe, dites-vous, le faire, puisque c'est au cœur du désêtre qu'il invente sa langue, le poème. Le désêtre donc fondamental du nourrisson, qu'il poétisera en son babil, fait de l'allation, de rythme, dans ce langage du corps nommé
par Lacan la langue, en un seul mot. Il ne compose pas, donc le poète, autour d'une anamnèse. Il ne compose pas autour de son autobiographie. Il poétise le cri en son geste, et pour cela, comme Rimbaud, Brûle, je reprends donc le livre, s'approche au plus près de ce qui serait une première nomination. Retourner la grammaticalité de la prose comme Paul Celan. Je cite, le souffle se retourne en son milieu. Citation de Paul Celan. Que vous traduisez d'ailleurs aussi. Enfin bon, mais d'autres intervenants reviendront sur ces points. C'est pour le poète retourner aux fondamentaux afin de fonder la subjectivité d'être noué au pulsionnel, à l'écho dans le corps qu'il y a du langage. Injection et déjection, dites-vous. L'écriture poétique, pourquoi ne serait-elle pas de cet ordre? Ne serait-elle pas plus que la prose d'ailleurs un événement corporel? Respiration, souffle, surgit d'une déchirure fondamentale, d'un mouvement de séparation répété qui reconduit la vie d'une perte, un manque, dites-vous, coloré, de sensations faites phonèmes, syllabes, rimes, assonances. Rien là donc, dites-vous, de la prose, qui soutient la maîtrise de l'énonciateur. Et c'est là où, évidemment, le livre est fort intéressant, puisqu'il y a eu des débats dans les années 70 sur la différence prose-poésie, que vous reprenez à votre propre compte, sans d'ailleurs tenir compte de tous ces débats. Mais il y a pour vous une différence essentielle entre la poésie et la prose, qui est la prose étant celle de la grammaticalité, de l'énonciation, de la maîtrise, et pourquoi pas, dites-vous, parfois de la péroraison, de l'affirmation, de l'obsession par le « je pense donc je suis ». La poésie donc est à contre-prose. À contre-prose. Elle n'explique rien. Je cite, elle fait, alors je vous cite, elle fait rimer l'actuel avec la nostalgie de ce qui fut, avec le rêve de ce qui sera, et de proche en proche avec l'infini que nous sommes. Elle dit, elle est un dire, à travers votre style, Gérard Pommier, votre écriture, à travers votre parcours de Paul Celan, Chlebnikov, Artaud, Joyce, Rimbaud, Mallarmé, pour n'en citer que quelques-uns, à travers vos lectures de la poésie classique, entre autres, Homère, Lycophron, Cavalcanti, La Fontaine, vos lectures de la poésie contemporaine, Rilke, Traquin, Bonnefoy, De Guy, Fourcade, Albiac, Noël, Broda, pour n'en citer que quelques-uns. Car vous approchez avec vos frères, poètes, la nuit et sa lumière, avec quoi vient l'illumination qui est celle de votre style, si cette dernière se fait comme le babil de l'enfant, jaillissement de son, de cassure, qui résonne au lieu de raisonner. Et donc c'est assez sidérant pour un psychanalyste, évidemment, chez un psychanalyste, pardonnez-moi, mais de rencontrer cette écriture, qui est proprement une écriture de poésie en prose. Donc, avec eux, en effet, vous vous risquez en votre style, dites-vous, à parler le langage du matin, quand encore, dans le demi-sommeil, bruissent en nous les anges, je vous reprends, un silence habité de la mémoire de la langue, qui ne nous sépare pas encore de l'origine de l'espèce, aurait dit Bernard Noël. Cette origine de l'espèce inconsciente, cette mémoire de l'espèce. Là, mi-noyés entre les songes de la nuit, nous taisons ce que nous appelons raison, et qui n'est que le plus souvent que l'exacerbation d'un discours vide, un discours que l'amour n'habite pas, c'est-à-dire le chant qui module la discordance. La discordance.
La prose est déductive, la poésie, dites-vous, est une vision musicale qui fait naître les choses du monde, les nomme, loin de la grammaire étouffant, je vous cite, la multiplicité des sensations et l'intelligence musicale du monde, de ses rythmes et de ses nombres. En effet, nous sommes aujourd'hui, nous le savons, saturés de démonstrations, d'opinions, d'autobiographies, de reportages, y compris dans ce qu'on appelle littérature actuellement. Alors, vous n'oubliez pas, Gérard Pommier, la psychanalyse, pas du tout, puisque en nous parlant de poésie, vous dégagez du même coup la psychanalyse de l'anamnèse et du roman familial, du récit de destin organisé autour d'une cause et d'un trauma. D'où la nécessité non seulement de ce livre pour la poésie contemporaine, mais aussi pour la psychanalyse. Car il y a là une leçon de psychanalyse, puisque loin des nosologies psychiatriques, psychanalytiques, loin des explications psychocritiques, vous vous mettez à l'écoute d'Artaud, de Paul Celan, de James Joyce, sans prononcer jamais, ce que j'ai rarement vu, même dans les livres les plus courants, les mots ni de schizophrénie, ni de paranoïa, ni même de folie. Et je l'ai bien remarqué. Et ceci aussi bien pour Joyce que pour Artaud. Vous vous mettez donc à l'écoute de ces voleurs de feu et de la nécessité qu'ils eurent à brûler la langue pour ne pas brûler eux-mêmes, à porter à son plus haut point l'incandescence de la langue. C'est-à-dire que nous leur devons à ces poètes, non pas d'avoir été fous, mais et d'avoir, par leur folie, ce qu'on entend bien souvent exacerber le discours courant, mais au contraire d'avoir porté à sa plus haute incandescence ce qu'est le langage, en nommant, donc en s'approchant au plus près d'un impossible à dire, c'est-à-dire de ce qui brûle, de ce qui n'est pas nommable. Et donc, le poète, effectivement, n'ouvre-t-il pas à l'inconscient, comme l'inconscient surgit par effraction. Et le poète n'écrit-il pas par effraction. Et voilà, j'ai l'impression que Lacan aurait aimé vous avoir parmi ses élèves. Non, mais attendez, pardonnez-moi. C'est pas ça que je veux dire. Parmi les élèves qui, en effet, pratiquaient le poème, pour négliger l'interprétation collée au sens. Et ça, c'est vraiment quelque chose que Lacan a plusieurs fois répété. Donc cette interprétation collée au sens qui devient normative dans l'interprétation, et comme elle pourrait ouvrir sur du nouveau la rencontre d'un sens neuf, et d'un sens inventé, d'un mot inventé. Et donc c'est ce fameux je ne suis pas assez pouate, je ne suis pas pouatassé, c'est-à-dire voyant que lui-même peut-être manque à cette écoute de la langue et de la poésie de la langue. Mais, Gérard Pommier, vous oubliez Lacan dont vous fûtes l'élève, donc dans votre texte, pour apprendre de vos lectures de la poésie, de votre écriture, qui ici veut, avec vos frères en poésie, remonter à la source, rappeler en nous l'enfant, sa poétisation du cri qui veut pour chacun revenir, qui peut pour chacun revenir s'il se laisse poète, puisque bien sûr vous analysez en clinicien comment l'enfant est poète et puis se perd bien sûr après dans la rationalisation. Et alors dites-vous, si nous... vous dites, bon, j'interprète autrement cette phrase parce que vous dites que le soleil brûle si nous sommes seuls devant un soleil couchant. Le soleil brûle au lieu de briller. Je vous cite, « Mieux vaut ne pas rester seul pour regarder le soleil se coucher sur la mer et risquer de s'enfoncer avec lui derrière l'horizon. »
Mais, vous demanderai-je, n'est-ce pas là que naît le poème? Puisque un poème s'adresse, ce que vous montrez d'ailleurs, un poème s'adresse, c'est le tu, en tout de Paul Celan, puisque l'origine bat dans le rythme du poème, bat le souvenir d'une origine, puisqu'en chaque mot posé vient la mémoire des mots que les poètes ont avant nous proférés. Le poète écrit avec le souvenir de cette origine, du cri de l'enfant devenu dans notre vie silencieux. C'est ce que vous montrez. Le corps laisse alors venir au cœur de notre désêtre, de la détresse d'exister, la mort et la résurrection surgit sur cet arrêt du cri, celui de l'appel d'une nuit antérieure où l'enfant attendait son nom, sa nomination. Poiesis, d'avant la parole articulée, parole d'analphabète, dites-vous. Ainsi, Gérard Pommier, vous levez en votre livre les lieux communs, tant sur la poésie, trop souvent liée à la métaphore, à un langage décoratif et fleuri. Le poème, dites-vous, je crois là où il est le plus imagé, a un caractère anti-métaphorique. Le poète nomme les choses, il dialogue avec les dieux. Tant vous levez aussi les lieux communs sur la psychanalyse, qui est enlisée trop souvent dans le récit de l'anamnèse, donc la prose, le roman familial. Peut-être alors, pour être poète, faudrait-il s'autoriser, comme vous le faites, une double identification au petit enfant que nous fûmes et au poète que nous avons mangé. Au poème que nous avons mangé, disséminer ce cri rimé plus que sans laisser envahir, dévorer, l'émietter en un chant qui nous sépare de l'anéantissement, chercher le Dieu obscur dans la grammaire, les accords, les genres, qui nous régentent, advenir à un jeu musical. En une langue, dites-vous, masculine et féminine à la fois, à qui l'on fait dire la faille, donc, de toute parole humaine, et qui s'adresse. Et je termine ces 12 minutes, je crois, par une citation de vous, Gérard Pommier, parce qu'il aurait fallu en faire énormément, puisque le livre est un poème en prose, donc tu t'es libéré de ton cri d'enfant, et puis il t'a suivi. Sous sa menace, tu babillas, chantonnas, puis balbutia quelque chose. Ton cri resta tapi sous tes phrases, qui les unes après les autres le firent taire. Tes mots prosaïques sont des besogneux, des esclaves enchaînés entre eux, tandis qu'un souffle sauvage résonne en dessous, dans leur ourlet. La poésie enfanta la parole qui mangea la musique initiale et n'en garda que les os. Le rythme des répétitions sur lesquelles tu t'es levé, tu as marché, dansé. En funambule, tu t'es avancé sur le fil d'un cri. Imminent, il te talonne et te pousse vers tes métamorphoses. Et vous finissez ce très beau paragraphe, mais le livre est écrit ainsi, les 300 pages sont écrites de ces façons, et vous terminez par cette citation de ce beau paragraphe de Bonnefoy, mais non, toujours, d'un déploiement de l'aile de l'impossible, tu t'éveilles avec un cri du lieu qui n'est qu'un rêve. Bravo, Merci, Bravo. Merci Gérard. C'est bon, hein. Vous avez été magnifique. Je sais pas du tout comment on fait là Je veux maintenant. bien enchaîner. Je sais pas. C'est dépend de ce que vous décidez. Ben, je sais pas. Ben, Je voudrais pas. simplement pour lancer la conversation, ce qui est assez étonnant, et bon, je vous laisse, mais je lance cette conversation, ce qui est très étonnant, c'est ces 300 pages
d'écriture de prose poétique qui sont en même temps de la psychanalyse et en même temps de l'analyse textuelle de la poésie contemporaine. Mais il faut dire, et peut-être quand même on peut commencer par là, que Gérard Pommier, vous dites, donc première question, disons que je poserai, vous dites que vous ne vous êtes pas autorisé, enfin, vous racontez votre autobiographie que je ne raconterai pas moi-même, au tout début de votre texte, et vous dites que vous ne vous êtes pas autorisé à signer vos poèmes. Donc forcément, il y a des poèmes quand on voit une écriture de ce style, et je vous demanderai, est-ce que vous les avez tous brûlés? Oui. Je ne les ai pas brûlés, je les ai perdus. Comme les personnes, c'est ce que vous dites un peu, les personnes chiffonnées. Oui, oui. C'est-à-dire, souvent, depuis longtemps, si j'écris quelque chose de poétique, c'est généralement dans les suites de rêves, le matin, assez tôt. J'écris ça sur des bouts de papier par rapport... Généralement, c'est par rapport à des personnes que je connais qui me font écrire ça. Et puis au matin, c'est comme les rêves. C'est-à-dire au matin, si j'ai pas noté ces quelques lignes qui, je ne le sais que maintenant, sont poétiques. Si j'ai pas écrit ça pendant la nuit, c'est pas la peine. Dans la journée, je l'oublie. Comme les rêves, exactement comme les rêves. Donc, peut-être est-ce que j'ai écrit beaucoup de poésie, mais en tout cas, elle est perdue. Elle est perdue, sauf peut-être 3 ou 4 lignes que j'ai marquées dans des livres ici ou là. Mais c'est tout à fait complètement lié à l'histoire de ce livre et à mon histoire. Parce que je ne sais pas si vous connaissez cette phrase, vous connaissez sûrement cette phrase qu'il est impossible d'écrire de la poésie après Auschwitz. Voilà. Et puis Paul Celan a répondu quand même longtemps après, mais assez sèchement à cette assertion de Adorno. Il lui a répondu sèchement, je veux dire, c'est une phrase qui prétend faire taire le chant d'un oiseau. C'est une belle phrase comme ça de Paul Celan. Ce que je viens de dire est moins beau que la phrase de Celan. C'est-à-dire que pour Celan qui a écrit dans la langue des assassins de sa mère, dans cette langue même qui a brûlé sa mère, c'est lui qui brûle aux deux sens du terme en quelque sorte. Cet équivoque du poésie qui brûle a beaucoup de sens pour moi. Et je suis en quelque sorte un contre-exemple de ce qu'a dit Paul Celan, que la poésie était quand même possible, parce que d'une certaine façon, je crois que je me suis interdit d'écrire de la poésie. Je me suis interdit. Compte tenu de mon histoire en quelque sorte. C'est-à-dire, il fallait que je sois rationnel, que j'écrive rationnel. Je l'ai montré avec, je crois, avec Rimbaud, avec Khlebnikov, avec Artaud, plus particulièrement avec ces trois-là, c'est-à-dire quelque chose qui brûle une figure de l'oppresseur, du père primitif, qui a là une fonction première de la poésie qui est en œuvre depuis le berceau, en quelque sorte. Hein, c'est-à-dire l'entrée dans la parole. C'est pas la langue, c'est la parole. Hein. La parole du nourrisson commence par de la poésie, par ce redoublement dont a parlé, dont a très bien parlé Esther. Voilà. C'est de cette façon-là, c'est une façon de contrer, quoi donc, je veux dire, l'orfateur, le père primitif, c'est-à-dire ce qu'il y a
d'incestueux dans cette domination paternelle. Je ne suis pas content des mots que j'emploie là parce qu'ils retombent dans la rationalisation, mais je crois que c'est pourtant ça. C'est pourtant ça que j'ai voulu mettre en avant dès le début de ce travail. Voilà, en montrant, je veux dire, bon, je suis trop long, bon, allez-y, je dirai ce que j'ai d'autre à dire éventuellement plus tard. Sur la question du père. Oui, sur la question du père. Moi, Gérard, je vais te dire un certain nombre de choses qui vont être peut-être un peu plus fragmentées par rapport à la parole d'Esther, mais qui me semblent nécessaires parce que ce livre est étrangement inquiétant, hein, il est très unheimlich, hein, et qu'il n'est pas d'un abord facile, et en même temps il est fascinant, justement. Et donc il y a un mouvement constant pour le lecteur d'approche, de déprise, qui n'est pas sans rappeler ce qui arrive à Freud, hein, notamment dans son article sur l'inquiétante étrangeté, quand il se trouve en Italie et qu'il tourne dans un quartier chaud, où ça brûle, au niveau sexuel. Et je crois que je partirai de là parce qu'il me semble que ton livre est extrêmement freudien. Je veux dire que ça, c'est la première chose qui m'a touché, et touché dans le sens le plus sensible du terme. Hein. C'est un livre qui vient prendre Freud au mot, hein, et pas forcément à la démonstration. Et j'en veux pour preuve une citation, je ne sais plus où elle est, mais je sais qu'elle est de Freud, hein, je l'ai notée quelque part, et je n'ai pas noté la référence, vous me pardonnerez, mais je vais oublier la citation, hein, c'est ceci de Freud. Il écrit, en dernière analyse, ce qui n'est pas rien dans sa bouche, en dernière analyse, par-delà toute théorie, quand les choses ne sont plus à comprendre, lisez les poètes. Donc, il l'a dit, c'est un véritable défi. C'est un défi pour la langue analytique qui, d'une certaine façon, est rempardée contre la poésie. Même si elle en parle éventuellement, hein, mais il y a quelque chose de l'ordre de un impossible. Peut-être même dans le sens de Lacan, donc du réel. Donc, premier enracinement, très freudien, et comme je dirais, après tout est livre, comme un aboutissement, et un retour, ton retour à Freud. Le deuxième point d'ancrage qui m'est proche pour les mêmes raisons que toi, à savoir Marseille. Je ne savais pas que tu étais de Marseille, moi j'y ai passé toute mon enfance, et moi, je t'ai rencontré là-bas il y a longtemps, mais bon, il se trouve que nous sommes tous les deux d'origine marseillaise, qui n'est pas négligeable, hein, c'est une porte. Marseille, c'est une porte vers l'Orient, et c'est une porte aussi vers l'Occident, hein, c'est une porte qui bat dans les deux sens. Et il y a aussi quelque chose dont tu viens de parler, qui est évidemment la phrase d'Adorno, hein, pas de poésie après Auschwitz. Alors, ça me touche d'autant plus que ton livre est dédié à tes grands-parents, hein, Haïm et Milka, hein, il faut les nommer, hein, précisément. Or, il se trouve que, familialement aussi, il y a un lien très fort avec un autre camp, Buchenwald, qui donc brûlait, hein, et brûlait notamment quelqu'un dont tu parles, hein, enfin n'a pas brûlé Semprún, mais Semprún y était, et je me souviens toujours que ma mère, me parlant de cette expérience qu'elle a connue très jeune, en tant qu'infirmière, libérant les camps avec les troupes alliées, alors que je ne comprenais rien à ce qu'elle me disait, évidemment, elle me disait ce qui retient l'attention quand on arrive à Buchenwald, et Semprún me le confirmait un jour dans une table ronde, c'est l'odeur. L'odeur persistante, partout. L'odeur de la chair humaine, l'odeur du brûlé. Et comment à Weimar, qui a 2 pas, Patrick Goethe, ils n'ont pas senti, ils n'ont rien perçu, ou plutôt ils n'ont rien voulu percevoir. Donc il y a cet enracinement-là,
Et cet enracinement compliqué par Celan. Parce que Celan a une phrase extrêmement forte. Il dit pas de poésie, enfin, il le dit dans, je crois, Le Méridien, pas de poésie après Auschwitz, mais une poésie d'après Auschwitz. Ce qui n'est pas du tout la même chose. Hein. C'est-à-dire comment construire la poésie en tenant compte de cela et en étant dans cet après. Ce qui me fait d'ailleurs te poser une question comme ça à la cantonade. J'ai l'impression quand même que par rapport au XXe siècle, la poésie, si elle ne sauve personne, ne sauve chacun. J'en veux pour preuve la Première Guerre mondiale, énorme boucherie. Et qu'est-ce qui surgit de la Première Guerre mondiale, ce dont nous pouvons justement nous convaincre en allant à la BNF, hein, ces derniers temps, avec cette exposition sur le surréalisme, immense manifestation collective qui va s'emparer bien sûr de la France, mais du monde entier. Le surréalisme, c'est une traînée de poudre. Ça met le feu. Après la boucherie, après la Shoah, après la Seconde Guerre mondiale, là, qu'est-ce qui surgit? Il me semble qu'il surgit deux noms que tu as très bien mis en exergue, qui, à mon avis, faufilent tout du long ton travail, cette réflexion qui est une réflexion qui revient, qui, un peu comme les vagues, il y a un mouvement très, très marin dans ton, peut-être maritime, dans ton approche de la poésie. Donc, deux poètes qui me semblent la colonne vertébrale de ton travail et autour duquel tous les autres gravitent, peut-être. En tout cas, moi, je l'ai lu comme ça. C'est Celan, d'un côté, bien sûr. Avant tout, comment faire d'après, sans oublier ça, mais d'après. Et puis Artaud. Et là, j'ai été évidemment très sensible à ce que tu pouvais dire sur Artaud, d'une part, parce que c'est quelqu'un qui m'a toujours beaucoup apporté et dont j'ai essayé d'apporter quelque chose. A contrario, en prenant le contre-pied de ce que Lacan disait, souvenez-vous que Lacan disait surtout ne touchez pas à Artaud, qu'aucun analyste ne prenne ce risque. Il me semble que c'est précisément un risque à prendre, quitte à s'y brûler. Bon. Et il me semble que la question du bûcher est centrale, et notamment pour la poésie, et notamment dans une phrase d'Artaud qui se trouve dans le Théâtre et son double, que je vais vous lire. Artaud écrit « Et s'il est encore quelque chose d'infernal et de véritablement maudit dans ce temps, c'est de s'attarder artistiquement sur des formes, de s'attarder, au lieu d'être des suppliciés que l'on brûle et qui font des signes sur leur bûcher. » Je crois que là, on a pratiquement un résumé, tu aurais pu le mettre en quatrième de couverture par rapport à ton œuvre, parce que c'est vraiment dans ce mouvement qu'Artaud désigne, les suppliciés sur leur bûcher qui font des signes et qui brûlent, qui nous concernent nous, d'après Auschwitz. C'est dans cet état que nous nous retrouvons, et sans que ça ait donné, il me semble, un mouvement collectif, peut-être parce qu'il n'y avait plus aussi une énergie à laquelle tu es très sensible, puisqu'à un moment donné, tu pointes quelque chose qui m'a frappé sur l'obstacle de cet âge, le nôtre, à la poésie. C'est page 143 de ton ouvrage. Et tu écris ceci, parlant de notre temps. Le chant de l'amour lui-même reste discret, la tendance au neutre est presque une règle. Il faudrait presque arriver à écrire de la poésie contre elle-même, alors qu'elle a toujours adoré l'excès, dans l'euphorie comme dans la mélancolie. Et tu poursuis, il vaut mieux ne plus dire un mot plus haut que l'autre et choisir plutôt le plus plat. Il se pourrait bien que la prophétie d'Adorno ait fait beaucoup plus d'émules qu'il ne paraît. Et ce temps plat, cette platitude neutre, effectivement, je crois que non seulement on la retrouve peut-être aussi dans la poésie
de notre temps, hein, et surtout dans l'effacement de la poésie dans notre temps, hein, une sorte de rétractation de la peau poétique, ou du cri poétique, hein, parce qu'avec Artaud, on va tout de suite vers le cri. Hein. Artaud est vraiment quelqu'un qui avait vraiment cette conviction que la poésie n'était qu'un cri articulé, hein, mis en mots. Mais il y a aussi ce fait que, comme le disait Nietzsche, hein, le désert croît, hein, quelque chose d'une aridité, hein, et d'un impouvoir du langage, hein, peut-être s'est emparé de nous d'après, justement, nous n'osons pas, d'après Auschwitz, prendre la parole, hein, alors que les surréalistes avaient osé d'après la boucherie de 14-18. Ce que je voudrais rajouter aussi d'important, c'est, enfin, pour ma lecture, hein, qui m'a beaucoup conforté dans quelques intuitions, c'est que j'ai l'impression que la question de l'effondrement, peut-être la question du naufrage, est centrale. C'est-à-dire que tu n'aurais peut-être pas pu écrire ce livre s'il n'y avait pas eu ces deux naufrages, hein, que ce soit au XXe siècle, ces deux énormes naufrages. Et je pense là à un poète dont tu parles un peu, pas tant que ça, mais qui n'est certainement pas oublié par toi, Hopkins. Gérard Manley Hopkins est un grand poète du XIXe siècle anglais. Hein. C'est un jésuite, c'est pas un hasard. C'est une corporation très liée à la langue, hein, dans le monde catholique. Et il se trouve que Hopkins a écrit deux grands poèmes sur les naufrages. Naufrage du Deutschland, hein, d'abord, et puis le naufrage d'un bateau qui va aller droit à ton cœur. Hein, il y a un rêve de Freud, d'ailleurs, je crois, qui s'appelle Le navire du petit déjeuner. Bon, on n'est pas exactement au petit déjeuner, mais je t'envoie quand même le navire. Le navire en question s'appelle Eurydice. Et il y a un autre poème d'Hopkins, qui n'est pas The Wreck of the Deutschland, mais The Loss of the Eurydice, hein, la perte d'Eurydice, hein, qui est un autre navire qui a sombré à proximité de Londres. C'est quand même étonnant. Dans les deux cas, le poète écrit d'après le naufrage. Ouais. Évidemment, pour nous, ça évoque aussi le coup de dé avec le hasard, hein, qui, bon, tu cites pas, à mon avis, pas pour rien, cette page du texte de Mallarmé, hein, du coup de dé, page 228. Quand bien même lancé dans des circonstances éternelles du fond d'un naufrage, soit que l'abîme blanchit. Donc là aussi, c'est au fond de cet effondrement, de cette catastrophe, que quelque chose, que tu nous appelles, que tu nous invites, hein, à prendre langue, hein, c'est-à-dire à énoncer quelque chose qui justement ne va pas être dans le bégriffe. J'aime beaucoup ta sortie contre Heidegger, hein, dont on voit un peu mieux la malfaisance aujourd'hui, hein, avec ses cahiers noirs. C'est peut-être la seule honnêteté qu'il a eue par rapport à la postérité, hein, c'est qu'il n'a pas empêché la publication de ses cahiers noirs, où on voit son antisémitisme archaïque, hein, et en même temps, on voit son anti-poésie, son incapacité à entrer dans la poésie qu'il met à son service, au service du concept, hein, que ce soit chez Hölderlin, chez Rilke, et dans son incompréhension, d'une certaine façon, le service qu'il a rendu à Celan en ne disant rien, hein, parce qu'il n'avait rien à dire. Hein, et il vaut mieux qu'il se soit tu pour avoir au moins permis que Celan écrive un poème après cette entrevue qui a été un échec pour lui. Donc, cette présence du Père, hein, du Dieu obscur, hein, de l'Orphater, du Père étrange chez Chartaud, hein, comme tu le notes, et la façon dont il s'en délivre, et la façon dont chacun doit se coltiner avec lui pour lui faire la peau, hein, et peut-être même sur cette peau écrire. Hein. Je
pense qu'on écrit sur la peau, hein, Ouais. quand on écrit de la poésie. Il me semble que ça, c'est une trouvaille d'autant plus judicieuse que elle se fait avec l'appui du défi freudien, hein, parce que l'autre partie du défi freudien, et c'est aussi, tu aurais pu le dire lorsque tu abordes le féminin et la notion de la connivence entre l'amour, la mort et le féminin, tu aurais pu le dire aussi à ce moment-là, c'est qu'il y a une autre phrase de Freud, je ne sais pas si je l'ai notée quelque part, mais vous la connaissez tous, hein, lorsqu'il parle de la poésie, hein, dans une conférence, la nouvelle conférence sur la féminité. Freud dit ceci: si vous voulez en apprendre davantage sur la féminité, adressez-vous au poète. Deuxième fois, hein, deuxième occurrence, et là c'est la féminité qui est proprement en ligne de mire. Hein. Et donc là encore, une sorte de refus de cette pseudo-maîtrise, de cette prise qui est au sens d'une prise dans la glace, hein, c'est-à-dire une véritable glaciation, hein, et peut-être une glaciation de nos esprits, hein, par le concept et par le raisonnement démonstratif, ce qui bien sûr fait qu'il ne peut y avoir que mise à distance et mise à distance pour éprouver quelque chose de l'ordre d'un jouir, hein. C'est-à-dire que c'est un peu comme si tu mettais en opposition comprendre et jouir. Et il me semble que c'est une opposition qu'on pourrait défendre, hein, que tu pourrais défendre peut-être. D'autant plus que jouir, c'est jouir dans la langue. Et que là, on retrouve aussi bien la langue d'Artaud, hein, le parler en langue d'Artaud, hein, qui est une sorte de retour aussi à une langue religieuse, mais en dehors de toute religion, que la langue d'Hopkins, hein, qui est une langue complètement, un anglais complètement subverti, hein, par par le feu qu'il brûle. Hein. D'ailleurs, il a un poème magnifique qui s'appelle Le feu héraclitéen, mais aussi bien chez Mallarmé aussi, hein, cette volonté de... Je verrais ça dans le goût du cigare chez Mallarmé. Il faut qu'il ait un cigare à la bouche pour écrire de la poésie. En tout cas, c'est comme ça qu'il veut être représenté par Manet dans cette fameuse peinture. Et là, je pense que tu nous mènes à quelque chose qui... et c'est par ça que moi je terminerai, hein, mon propos, c'est une interrogation sur la langue qui pourrait peut-être nous permettre de sortir de quelques apories, et peut-être même de quelques apories peut-être plus lacaniennes que freudiennes, en tout cas pas de Lacan lui-même, mais de ce qui a pu se dire et être mijoté dans sa mouvance. Hein. Il y a eu beaucoup de phrases, hein, autour de la langue me pense, hein, ou la langue pense pour moi. Enfin, on aurait tendance à aller dans ce sens-là. Or, je crois que un des grands mérites de ton livre, c'est de dire, non pas ça, de ne pas te défausser à ce niveau-là, mais de dire, si je pense, c'est dans ma langue. Et ça change tout. Bien sûr. Voilà. Merci. C'est bien dit, c'est bien dit, c'est bien dit, c'est bien dit. C'est bien dit. En effet, c'est tout à fait essentiel. Je veux dire, je peux dire un mot juste sur le dernier point. C'est tout à fait essentiel de voir, c'est, je crois, la position de Celan, d'être à contre... Gegenwart, qui est pas spécialement bien traduit, mais quelque chose qui est le contraire d'un abandon à la langue en un mot. La langue en un mot, bon, je ne vais pas faire de commentaires là-dessus, mais c'est une production du sujet, me semble-t-il, qui est plus aliénante qu'autre chose. Là, je crois que la parole du poète n'est pas la langue. Joyce
travaille pendant je ne sais combien de temps pour arriver à faire ces phrases faites, ces paroles faites avec je ne sais combien de langages différents. C'est un travail extraordinaire. Ce que j'ai essayé de mettre en valeur sans forcément bien insister, sans bien river le clou, c'est que c'est en quelque sorte un travail qui interdit de parler de nosographie, qui interdit de mettre une étiquette, comment dire, médicale ou psychopathologique sur le travail du poète, et notamment celui de Joyce. Dire que le travail de Joyce est une suppléance, bon, peut-être que je ne me souviens même plus où ça aurait échappé à Lacan de dire ça comme ça. C'est plutôt un contre-délire, c'est-à-dire ce qui, je dirais pas que ça soigne la psychose, mais en tout cas on peut plus en parler. On peut plus dire le mot psychose ou n'importe quel autre terme de ce genre. Donc je crois que c'est une critique qu'il faut retenir à chaque fois que l'on se risque. Il n'y a pas de risque à prendre, d'ailleurs il n'y a qu'à suivre son propre pli, à parler d'artistes ou de poètes, ainsi de suite. C'est très facile, pourvu qu'on ne prenne pas cette position-là. Voilà. Il y a, bon, c'est pas central dans mon livre, mais je le dis en passant comme ça, parce qu'il y a quand même pas mal d'analystes qui sont dans cette librairie. Ça a beaucoup d'importance dans notre travail. Voilà, je voulais rajouter ça à la remarque que tu viens de faire. Je peux peut-être dire un mot aussi, puisque j'ai commencé là-dessus, à parler de la dimension psychanalytique à laquelle Esther a fait allusion. En effet, je veux dire, mais dire que l'inconscient, dès ses débuts, rime, ça n'a l'air de rien comme ça, mais en extension, c'est toute la répétition elle-même, Wiederholungszwang, qui est concernée par cette répétition, ce qui, je dirais, change la nature du travail de l'analyste qui, non pas une fois, mais tout le temps, entend, je dirais pas qu'il entend un poème, mais il entend les répétitions sonores avant la question de repérer, ah ben ça c'est votre complexe d'Oedipe, ah ben ça, je veux dire, ça sert à rien de dire ça. Enfin si, c'est pas vrai que ça sert à rien. De temps en temps, on peut mettre les points sur les i, c'est plus clair. Mais, je veux dire, dans l'écoute elle-même, entendre une assonance avec une répétition, soit dans la même phrase, soit dans la séance d'avant, soit longtemps encore avant, entendre ces répétitions-là, c'est un type d'écoute, un type d'oreille dont Lacan, je crois, était spécialiste. Je dois dire que s'il y a eu un apport clinique important de Lacan pour en avoir fait l'expérience, il me semble que c'est celui-là, c'est-à-dire privilégier la poésie. Lacan dit « je ne suis pas poète assez ». Moi, dans sa clinique, qui est au fond peut-être ce que je valorise le plus de mon expérience avec ce psychanalyste, il écoutait tout le temps comme ça. Je veux dire, sur un mot, sur un son, sur la suspension d'un mot, sur la suspension d'une sonorité qui, dès qu'elle est toute seule, la sonorité, elle rime avec quoi? Avec 1 million d'autres sonorités, jusqu'à des sonorités d'enfance, et là, les souvenirs reviennent, ça fourmille. Mais voilà, je veux dire, c'est quelque chose sur lequel j'ai pas beaucoup insisté dans ce livre, mais c'est la dimension
que Esther a évoqué tout à l'heure. Et c'est la dimension, je veux dire, les deux derniers chapitres de ce livre où je parle de Saussure contre Ferdinand de Saussure, pour moi, c'est encore des pierres d'énigme, ces deux chapitres que j'ai écrits. Je ne sais pas où ça va me mener, mais sûrement à quelque chose de tout à fait, important concernant la parole, concernant le verbe, qui n'est pas la même chose que la parole. Je veux dire qu'il y a là... je veux dire, quand on a vu que Ferdinand a contredit Saussure, c'est-à-dire il a trouvé autre chose avec ses poèmes, avec la recherche des anagrammes. Toute parole est anagrammatique d'une certaine façon. Je dis ça, mais c'est un travail que j'ai à faire. Voilà. Mais qui est lié intimement à la question du poème et du poème de l'inconscient en tant que répétition. En tant que répétition. Je veux dire, dès qu'un seul son est détaché de son contexte sémantique, syntaxique, il résonne à une vitesse folle. La vitesse de la lumière, déjà, pour tout ce qui est visuel, la vitesse du son pour tout ce qui est sonore, ça connecte immédiatement celui qui parle à son enfance, comme si c'était aujourd'hui, pareil. Voilà, c'est un truc psychanalytique, ça. Mais c'est justement pas un truc, il faut être assez poète, quoi, dans le travail. Franck. Bien, n'a pas facile après vos interventions de dire encore quelque chose, mais il y a beaucoup de choses à dire. Déjà, avec un peu de facilité, entre prose et poésie, on peut peut-être lire un petit peu plus des extraits de l'ouvrage. Comme je n'ai rien préparé, ça sera beaucoup plus facile. Mais sur Saussure, vous dites exactement. Saussure n'écrivait pas un mot de son fameux cours de linguistique générale. Ses élèves s'en chargèrent, dans une prose d'ailleurs assez rébarbative. Quant à Ferdinand, il écrivit aussi et de sa main 99 cahiers à la recherche des anagrammes dans la poésie. Son hypothèse, venue de presque nulle part, est vraiment éblouissante. Là, ça permet de comprendre dans le texte exactement ce que vous venez de nous dire. Et l'anagramme et des choses cachées dans le texte, c'est vrai que Lacan n'est pas cité dans votre ouvrage, Gérard, mais j'ai trouvé quand même, moi, une entrée. Parce que vous convoquez Nerval, la 13e revient, c'est encore la première, et c'est toujours la seule, où c'est le seul moment. Ce moment qui est maintenant, c'est aussi dans la 3e, où Lacan convoque effectivement Nerval dans cette conférence à Rome. Donc c'est ça toute la complexité de votre ouvrage, déjà qui s'appelle La poésie brûle. Donc c'est vrai que c'est un ouvrage, je dirais, j'oserais en 333 pages presque, parce qu'en fait c'est un ouvrage miroir, à 22 €, donc ça c'est facile, le rapport à deux. Mais vous avez évoqué la circularité, et en fait on passe de la fin au début de l'ouvrage. Et donc je vais encore vous lire, peut-être avec une certaine facilité, mais pour comprendre ce qui a été évoqué tout à l'heure, et puis pour me contenter effectivement de raisonner en termes de fréquence par rapport à ce qui a été dit. Vous concluez votre ouvrage en disant la chose suivante. Donc je vais commencer par conclure par la fin, et vice-versa après, en essayant de dire 2-3 choses complémentaires ou 2-3 choses qui ont pu faire écho. Aujourd'hui, donc c'est vous qui parlez, Gérard Pommier, aujourd'hui je m'aperçois que j'ai sans doute écrit beaucoup de poésie, mais sans me rendre compte que cela s'appelait comme ça. Je n'ai jamais eu non plus l'idée de les publier, quelque chose m'en a empêché, et même d'y penser. Je les ai écrites souvent la nuit, à la traîne des rêves, sur les pages de garde déchirées de livres attrapés dans le noir. Je les ai écrites le plus souvent en pensant à une certaine personne. J'ai ensuite perdu les poésies, et les personnes aussi le plus souvent. Comme le papier, leur visage s'est chiffonné dans ma mémoire. Donc il y a quelque chose qui s'est chiffonné, et c'est bien de ça dont il est question. Et comme l'a notifié, on a parlé à Esther, et vous l'avez rappelé tout de suite, quelque chose que je trouve fondamental dans votre ouvrage, c'est qu'effectivement, Joyce n'est pas traité de psychotique, et il y a un jeu de mots un peu facile, mais vous êtes de bonne foi. Vous êtes de bonne foi par rapport à quelque chose qui vous touche, et cet ouvrage, c'est un livre de survie, un livre de combat. Et dès le départ, vous rappelez, hein, c'est pas une introduction, vous appelez ça incipit.
vous évoquez effectivement une origine, parce que c'est de ça dont il va s'agir à chaque fois dans ces chapitres. Et vous nous en faites voir de 36 chandelles. De 36 chandelles qui nous éclairent un petit peu, parce qu'en fait, je me suis rendu compte qu'il y a 36 chapitres. Voilà. 36 chapitres dont chacun est autonome. Et donc moi, je vais vous proposer une autre lecture qui consiste effectivement à se poser la question que chaque chapitre est autonome. La preuve, vous avez évoqué le dernier chapitre qui n'est pas le dernier. Voilà. Et la conclusion du dernier chapitre sur Saussure peut ramener effectivement au début. Ce livre est un livre circulaire. Et peut-être qu'inconsciemment, il y a quelque chose qui se trame à travers effectivement ce qui est convoqué chez Joyce à travers Finnegan's Wake ou chez Mallarmé. C'est-à-dire qu'il serait trop long et trop difficile de faire 36 entrées, voilà. Mais par contre, je tiens à le préciser. Et je tiens à le préciser parce que on va essayer d'apporter quelque chose d'autre pour vous donner envie également de le prendre entre vos mains. Et la question de la main, elle est très utile, elle n'est pas du tout anecdotique. Alors, juste 2-3 petites remarques aussi, j'ai trouvé ça très curieux, et ça me permet aussi de dire l'éditeur, parce que c'est quand même aux éditions Galilée, voilà. Et aux éditions Galilée, il y a un très bon livre de Jean-Luc Nancy qui s'appelle La naissance des saints. Et donc, vous n'avez pas peur aussi, dans cet ouvrage, de parler de poésie érotique, hein, voilà, de pornographie, voilà. Je ne sais pas si c'est pour ça que vous parlez de Virginie Despentes, mais effectivement, vous faites un grand écart, et parfois, paf, Virginie Despentes apparaît, on passe des poètes antiques jusqu'effectivement les grands poètes de la modernité. Ça, c'est pour dire et placer quelques petites choses, pour dire que c'est un livre qui est vivant, et c'est une main tendue vers le lecteur, qui part, je dirais presque, de Vaudessous, clin d'œil effectivement, à quoi bon, voilà, depuis Hölderlin, à quoi bon des poètes, et peut-être, on pourrait dire jusqu'à Guénous, voilà, cette jouissance, parce qu'effectivement, à un moment donné, c'est ce que j'ai trouvé. Je trouve que cet ouvrage est totalement freudien et il y a effectivement des passages qui pourraient être parfaitement discutés. Voilà. Ça, c'est très clair. Mais je vais revenir sur cette circularité et effectivement, vous êtes, je dirais, influencé parce que c'est votre parcours et je crois que ce livre parle vraiment de vous. Et déjà, il y a quelque chose à rappeler que je trouve assez étrange, c'est que j'ai bien cherché partout. Eh ben, on voit effectivement Gérard Pommier en couverture, mais on ne sait pas qui est Gérard Pommier sur tout le livre. C'est-à-dire qu'on ne sait pas qui est l'auteur. L'air de rien, vous vous effacez dans votre ouvrage. Et là, on est quand même un petit peu... C'est-à-dire, ce n'est pas un exercice de style, mais c'est quelque chose qui est un acte, c'est une main tendue, comme la main tendue des poètes. Et donc, si à la fin, vous dites qu'effectivement, il n'y a écrit nulle part que vous êtes psychanalyste. D'ailleurs, voilà. Mais je pense que peut-être, de manière anagrammaticale, on peut trouver votre prénom et votre nom dedans. Ça, j'en suis persuadé, parce qu'effectivement, sur Saussure, vous parlez du contenu poétique et de l'anagramme, mais également, puisqu'on a évoqué le surréalisme à un moment donné, vous convoquez Trit Sanzara, qui va relire, après le surréalisme, François Villon, et détacher de chez François Villon des dimensions anagrammatiques. Et donc, il y a quelque chose qui est, encore une fois, cyclique. Donc, il y a des choses dans chaque chapitre avec un départ, et effectivement quelque chose qui ne renvoie pas logiquement avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et donc il y a 5 chapitres, et là ça va devenir intéressant, c'est la seule idée qui m'est venue par rapport à ce soir, et j'espère que ça vous fera plaisir de vous rendre hommage de cette manière-là, qui est un clin d'œil à Paul Celan. Il y a 5 chapitres, et puis une cipule, qui est comme une introduction. Et donc ça fait exactement, il y a 36 chapitres. Et je pense qu'on peut prendre le premier chapitre, le deuxième chapitre, le troisième chapitre, c'est-à-dire qu'on peut ouvrir l'ouvrage, y déplier quelque chose et le refermer, dans un ordre qui n'est pas un ordre linéaire et qui oscille effectivement entre un temps passé, un temps présent, et qui est une main tendue au lecteur. Cette idée de main tendue au lecteur, elle est pour moi d'une telle évidence. J'ai pas eu le PDF, mais en fait je me suis aperçu que la question de la main, c'est peut-être le mot qui revient le plus souvent dans cet ouvrage, aussi bizarre que ça puisse paraître. Alors j'étais parti sur une idée d'extraire à la fois un poème, parce qu'on parle de poésie, donc c'est bien d'en entendre, et puis une prose, parce que c'est bien d'entendre effectivement votre écriture. Je ne sais pas si on aura le temps, mais dans cette remarque, je me suis aperçu effectivement, à un moment donné, vous convoquez Rilke, on va essayer de le retrouver assez facilement, et donc Rilke est cité, et vous rapprochez la main de la mer. Et la main est présente partout, la main tendue. Et donc on a évoqué depuis tout à l'heure Paul Celan. Pour moi cet ouvrage, c'est un ouvrage de combat, d'une main tendue après quelque chose qui vous est arrivé.
C'est-à-dire qu'il vous est arrivé une expérience avec la vie et ou avec la mort, qui fait qu'à un moment donné, des chants d'enfance vous sont réapparus. Il y a ce point qui est effectivement très important. Et depuis ce point-là, il y a quelque chose, il y a une urgence. Voilà. Hein, Votsu, à quoi bon, c'est chez Hölderlin, à quoi bon, il y a une urgence. À quoi bon des poètes en temps de détresse. Votsu. Et peut-être effectivement, s'il y a le pendant analytique, cette question de Genus, de la jouissance. Et donc Paul Celan, que vous citez longuement, et donc je ne vais pas faire d'études sur la question de la main, mais il y a vraiment plusieurs passages et vraiment un chapitre entier sur la main, mais il y a cette fameuse phrase de Paul Celan, qui est une réponse pour moi évidente à Heidegger et à Adorno. Je ne vois pas de différence entre une poignée de main et un poème. Alors cette différence entre une poignée de main et un poème, vous remarquerez qu'il y a le mot main dedans. Elle n'est pas du tout anecdotique parce que votre livre sort en 2020, où tout paraît vain. Hein, Lacan parlait de la psychanalyse comme poumon de l'humanité, et vous nous rappelez qu'il n'y a pas de poésie sans pneuma, sans effectivement souffle. Donc votre livre est un livre de combat, un livre de survie, effectivement, qui est invité à chacun de nous à en apprendre quelque chose, mais aussi à travers votre expérience. Vous avez évoqué Marseille, c'est qu'à un moment donné, effectivement, on comprend, quand vous parlez de Rimbaud, que vous êtes aussi passé comme... voilà. Et donc vous vous mettez en danger, également. Il y a une mise en danger au sens hölderlinien dans votre livre, voilà, qui est une main tendue au lecteur dans une urgence d'une époque. Peut-être que cette époque, effectivement, il y a quelque chose d'une poignée de main, en tous les cas, comme un poème. Alors, pour en dire quand même un petit peu plus de votre ouvrage, je vais vous proposer quelque chose. Avant qu'il y ait une poignée de main, c'est un livre de combat. C'est un point levé. Vous n'avez pas peur de convoquer, effectivement, certains communistes. Il y a une entrée sur Glebnikov, dont vous trouverez une petite affichette juste à l'entrée, qui était effectivement un poète surréaliste, futuriste et soviétique. Il y a un point levé, une main. Une main qui s'ouvre et qui se ferme. Et donc je me suis rendu compte, effectivement, que s'il y a 36 chapitres, vous avez exactement 5 parties. Il y a des nouvelles du front, dans lesquelles, effectivement, vous convoquez certains combats. Des combats de poètes, mais aussi de combats communistes. Des nouvelles du front. Dans l'obliquité du dire, ça chante. C'est la partie 2. Et l'enfant court au feu, la partie 3. À quoi rime l'amour, partie 4. Et qui brûle qui, partie 5. Mais les choses peuvent se refermer et se nouer ensemble, et à partir de ce moment-là, votre ouvrage est d'une certaine manière circulaire, comme Finnegan's-Wake, relu par Jean-Baptiste Vico, dont vous dites pertinemment qu'effectivement il y a des précurseurs. Donc ce n'est pas simplement une culture de la poésie de l'Antiquité jusqu'à l'époque contemporaine, c'est qu'effectivement, à travers votre parcours, il y a quelque chose qui survit et une urgence d'en entendre quelque chose d'une dimension. Alors là, ça ouvrira peut-être, j'ai évoqué l'aspect anagrammatique, effectivement, mais une dimension peut-être religieuse. Voilà. En tous les cas, c'est un livre qui pose vraiment beaucoup de questions, qui interrogent. Et peut-être, pour finir cette brève intervention, commencer par le début, qui est peut-être en fait la fin. Vous dites, brûle-t-elle ou bien est-elle brûlée? Brûle-t-elle avant d'être brûlée? C'est un affrontement du début à la fin. Et peut-être peut-on entendre, après avoir lu à la fin, c'est un affrontement de la fin au début. Sur cette question de la finitude, bien évidemment, et de rappeler effectivement que cet ouvrage a été fait parce que vous êtes avec nous. Voilà ce que je pouvais essayer de dire d'un petit peu complémentaire avec vos interventions. Oui. J'apprends quelque chose sur ce que j'ai écrit parce que j'avais pas du tout pensé à ce côté circulaire. Mais enfin, il est un peu... je suis d'accord. Je suis d'accord. Il y a cette circularité... En fait, je suis pas d'accord. Alors, c'est là où il y a débat. Je veux dire, non, mais je veux dire, la poésie d'enfance n'est pas la poésie
adulte, si je peux mettre ces étiquettes concernant le temps, il y a une espèce de renoncement à, à la chanson enfantine, au vers de Mirliton. Personnellement, j'adore les vers de Mirliton, ça me vient spontanément tout le temps. Je veux dire, c'est-à-dire, je les fais en vers blanc, c'est-à-dire à l'intérieur même d'une phrase, ça se voit pas. C'est des vers de Mirliton. Il y a quelque chose qui rime à l'intérieur d'une phrase, pas étagé comme ça. Ça, c'est des souvenirs, je crois, d'une poésie d'enfance qui est... Il y a une rupture complète avec j'allais dire le désespoir, c'est le désespoir et l'espoir de la poésie adulte. Je veux dire, ça m'embête d'employer ces termes adulte et enfant, mais c'est quand même pour dire que là, il n'y a pas de circularité. C'est la même chose que pour le cri. Puisque j'ai pris cette thèse, je dirais, je l'ai prise, elle existait déjà avant moi, spécialement avec Sabina Spielrein, dont je vous conseille la lecture. Il y a un livre qui vient de sortir récemment sur Sabina Spielrein, avec ses poésies, je crois, mais je ne suis pas sûr. Mais bon, c'est ce genre de façon de rimer, je le vois comme ce qui est taillé dans la pierre du cri. Voilà, ce cri. Ce cri-là n'est pas perdu. Je dirais qu'il s'étage sur toute une vie. Le cri reste en deçà, en dessous de ce que nous disons, de ce que nous pensons. Et il est moteur de poésie du début jusqu'à la fin. Là aussi, il y a quelque chose où il y a une rupture, puisque je me suis permis cette hypothèse. Je ne l'ai d'ailleurs pas présentée comme une hypothèse, mais comme un fait, que le cri orgastique était dans la continuité du cri du nourrisson. Mais c'est quand même évident qu'il y a une rupture entre les deux, quoi. Je veux dire, il y a l'ébullition adolescente, il y a l'ébullition rimbaldienne, en quelque sorte, et le combat immense de Rimbaud contre je me souviens plus de son terme, c'est un terme très voisin du terme qu'emploie Jean Genet à propos de son amour du forçat, voilà, c'est contre ça, c'est contre lui qui a cet amour absolument fou de Rimbaud, auquel il finit par céder. Je veux dire, son abandon de la poésie, son départ en Abyssinie, et ce qu'il a fait ensuite, c'est en fin de compte, je le vois comme ça, sa défaite par rapport, je me souviens plus du terme qu'emploie Rimbaud, c'est-à-dire ce père féroce qui rôde dans les villes. Je veux dire, Rimbaud emploie des formules extraordinaires. Tu parles des horribles travailleurs. Oui, les horribles travailleurs, c'est oui, c'est un rapport avec ça aussi. Voilà. C'est pas une lecture habituelle de Rimbaud, mais c'est une lecture qui est en rupture avec la circularité. Mais enfin, c'est pas idiot cette histoire de circularité. Non, mais c'est une provocation de ma part. Non, ben oui, c'est une provocation. Ça va dans le même sens que ce que disait Esther sur le fait, effectivement, d'un moment donné, de vouloir en dire quelque chose de Joyce, d'avoir compris, etc. C'est toute la force de Tzara. Quand Tzara va chercher Villon, Tzara, fondateur de Dada, à un moment donné, il y a quelque chose, voilà, de cet ordre-là. Et donc, c'est une manière de parler de votre ouvrage dans la manière où on peut le lire, parce qu'effectivement, il y a, je le perçois presque, je me suis demandé, et là vous allez me dire, puisqu'il faut quand même que je pose une question quand même, si à travers cet ouvrage et ces 5 parties, parce que vous concluez quand même
sur vous, et vous partez de vous. Ça parlait pas plus de vous et de votre parcours que d'une simple théorie, même s'il y a des endroits très précis où il y a des choses très précises sur... voilà. Oui, oui, bon. Sûrement, je veux dire, après tout, je pense avoir, j'ai commis quelques livres où je crois qu'il ne doit pas y avoir une seule fois je, de je pronominal, alors que là, ce flot de poésie qui m'est venu après des ritournelles d'enfance, les vers de Mirliton, qui ont participé, je veux dire, quand j'ai émergé d'un épisode dramatique de ma vie, avec tout ce flot qui venait, et en premier, Federico Garcia Lorca et sa conférence de Buenos Aires, dont le titre m'échappe juste à l'instant, et d'ailleurs dont je parle assez peu dans ce livre, c'est ça les premières étapes qui m'ont ramené à la vie, enfin, qui ont accompagné mon retour à la vie, je ne sais pas. Donc après ça, écrivant un livre sur la poésie, je ne peux pas faire autrement que d'en parler en disant je, d'une manière qui, il y a quelques années, pas si longtemps, m'aurait semblé complètement abusive. Oui, mais là, c'est un jeu, si je peux me permettre, qui est vraiment traversé par tous ces autres jeux, hein, Oui. des poètes que tu fais résonner. Et je crois que Zara peut-être correspond par le titre d'un de ses ouvrages, hein, L'homme approximatif. Oui. Je trouve que c'est exactement ça que tu nous rends, c'est-à-dire un véritable renouveau, une sorte de nouvel humanisme, on pourrait aller de ce côté-là si on voulait être un peu ironique. Ouais. Un homme approximatif parce que précisément des faits Ouais. et qui peut autrement que dans une espèce d'entièreté trop bétonnée, disons, se présenter hein, dans l'approximation de la langue, de sa langue. Mais il y a aussi là quelque chose qui, on n'a peut-être pas assez insisté ce soir sur le fait que plus qu'un mouvement, enfin en même temps qu'un mouvement circulaire, hein, que je suis tout à fait d'accord avec ce que Franck disait là, cette espèce de montage qu'il nous a donné de ton livre, je pense aussi que le mot qui n'a pas été assez prononcé, c'est le mot envers. Parce que l'envers est constant chez Celan, hein, il est dans cette contre-langue, hein, il est du côté de l'envers, du côté d'une renverse, hein, Atemwende, un renverse du souffle. Et il y a une phrase d'Artaud que tu aurais pu aussi prendre là pour reprendre la question de l'envers, c'est dans la fin du jugement de Dieu. Pour en finir avec le jugement de Dieu, Artaud écrit ceci, à propos des hommes, à propos de l'homme. Alors vous la réapprendrez, vous lui réapprendrez, à danser à l'envers. Et je crois que c'est tout à fait ça, hein, comme dans le délire des balmusettes, continue-t-il. Et cet envers sera son véritable endroit. Il me semble que c'est un peu le cœur de métier de ton livre. Je voulais juste ajouter pour les lecteurs qu'il y a à la fois, et je pense que bon, vous en avez un peu rendu compte de la complexité psychanalytique, analytique et théorique du livre. Il ne faut pas oublier cette complexité avec, en effet, la question du père, la question du cri, la question de la parole et de la langue, la question de l'écoute analytique, mais aussi vraiment les passages de lecture d'Artaud ou de Joyce sont absolument magnifiques. Les morceaux d'écriture, les morceaux de peinture. Mais ils sont absolument magnifiques. Oui. Il faut bien le dire, de Joyce également, là où vous remettez en question Lacan pour dire « je ne vois pas pourquoi ce serait la recherche d'un nom ». Est-ce que, après tout, un écrivain cherche un nom, un poète cherche un nom pour la postérité, pour faire suppléance à sa psychose? Vous balayez toutes ces catégories, alors justement pas psychocritique, mais toute la nosologie, même analytique, pour réellement faire, quand on entre dans vos lectures, dans la lecture de ces poètes, c'est absolument magnifique comme commentaire. Parce que justement, c'est comme si vous y entrez
avec une certaine empathie, c'est-à-dire que vous repreniez vous-même ce geste-là, le geste de chacun, le geste d'Artaud, le geste de Celan, etc. C'est-à-dire cette manière dont il se pose sur une arête de ce que Lacan nommait quand même le réel, c'est-à-dire d'un impossible, d'un vertige, hein, que vous retrouvez effectivement dans l'acte d'amour, ce vertige finalement entre le moment où on va être séparés mais où on fait un. Il y a quelque chose comme ça dans l'acte poétique. Les morceaux d'écriture, Ah oui. on dit des morceaux de peinture. Mais ils sont absolument magnifiques, oui. Il faut bien le dire, et de Joyce également, là où vous remettez en question Lacan pour dire que je ne vois pas pourquoi ce serait la recherche d'un nom, parce que après tout un écrivain cherche un nom, un poète cherche un nom pour la postérité, pour faire suppléance à sa psychose. Vous balayez toutes ces catégories, alors justement pas psychocritique, mais toute la nosologie, même analytique, pour réellement faire, quand on entre dans vos lectures, dans la lecture de ces poètes, c'est absolument magnifique comme commentaire. Parce que justement, c'est comme si vous y entrez avec une certaine empathie, c'est-à-dire que vous repreniez vous-même ce geste-là, le geste de chacun, le geste d'Artaud, le geste de Celan, etc. C'est-à-dire cette manière dont il se pose sur une arête de ce que Lacan nommait quand même le réel, c'est-à-dire d'un impossible, d'un vertige, hein, que vous retrouvez effectivement dans l'acte d'amour, ce vertige finalement entre le moment où on va être séparés mais où on fait un. Il y a quelque chose comme ça dans l'acte poétique, de se mettre sur cette arête-là, sur ce bord d'un impossible. Et je crois que ça, vous le restituez de manière magnifique dans vos lectures. Donc, il faudrait, justement, vous en avez rendu compte, aussi vous dire la complexité théorique de ce livre, avec des pistes inouïes, donc, qui pourraient être retravaillées. En effet, que ce soit le père, alors le cri, on en a parlé, mais la question du père, en effet, la question de la voilure, la question de la langue, du rapport langue-parole, saussure. Il y a des pistes énormes pour travailler vraiment le rapport entre psychanalyse et littérature, et là-dessus, on ne peut que vous remercier. C'est moi qui remercie. Franck parlait du fait qu'il n'y a pas des qualités, il y a ton nom, mais il n'y a pas panégyrique. Ouais. Et je pense que tu ouvres une piste là sur la question du nom qui fait qu'on aurait envie de te demander mais quel serait ton surnom à toi? Puisque page 313, tu dis à propos du poète, lorsqu'un poète signe son œuvre, c'est toujours avec un surnom plutôt qu'un pseudonyme. C'est un nom plus grand que le nom de quelque père. Et je crois que la question. C'est pour ça que Gérard précisait. C'est pour ça que Gérard précisait entre Saussure et Fernand. Oui. C'est plusieurs fois dedans. Là, il y a entre Gérard et Tony. Il y a aussi les acronymes aussi qui pourraient être. Il y a beaucoup de choses. Une simple curiosité. Combien de temps vous avez mis pour écrire ce livre? C'est ça, une simple curiosité, parce que c'est vraiment une somme. 3-4 ans. Voilà. 3-4 ans, mais au bout de 3-4 ans, c'était plus gros que ça. Il y avait Garcia Lorca, il y avait d'autres poètes. Puis j'ai fait je l'ai donné à lire à 2 personnes qui m'ont fait des critiques et je me suis dit que c'était vraiment mauvais. Et puis il y a quelqu'un qui m'a... Son nom m'échappe parce que c'est un nom important pour moi. Je ne me souviens plus, il n'est pas là ce soir. Comment il s'appelle? Qui est cité? Hein? Il est cité dans le livre? Oui, il est cité dans le livre. Jean-Luc Nancy? Non, tout à fait au début. Qui m'a invité à une conférence sur les camps. Ah oui. Et puis c'est là que je me suis dit brusquement, mais comment ça se fait que moi j'ai rien écrit sur mes grands-parents? Et puis ça a complètement... Du coup j'ai repris tout Scarpetta.
Scarpetta. Ce cher Guy Scarpetta qui, vraiment, en m'invitant, il m'a rendu un service extraordinaire. Parce que je l'ai écouté, je suis sorti de là en me disant, mais comment ça se fait que j'ai jamais écrit une ligne là-dessus? Pourquoi est-ce que je me suis tu? Alors que par ailleurs, j'ai beaucoup milité, trop sans doute, mais je l'ai fait, donc je me suis engagé, c'est pas la question. Mais écrire là-dessus en disant jamais je l'avais fait. Je me suis demandé pourquoi. Voilà. C'était, oui, Scarpetta parlait de Saint-Proul, de l'expérience des camps de Saint-Proul. Il a parlé aussi de son film sur le train, ça s'appelle, je crois. C'est un très beau film, très simple. Voilà, alors du coup, tout le manuscrit que j'avais fait en 2 ou 3 ans, je ne dis pas qu'il était bon à mettre à la poubelle, mais en tout cas, il fallait le retourner complètement, le commencer presque par la fin qu'il y avait à l'époque. Enfin, j'ai tout déballé, j'ai tout refait, en disant merci aux personnes qui m'avaient laissé entendre que ça ne valait pas grand-chose. Ça ne valait pas grand-chose. Voilà. Il y a des gens qui rendent service comme ça, ils ne se rendent pas compte. C'est une leçon. J'essaierai de la suivre. Peut-être Oui. des gens qui veulent parler. Bonjour, monsieur. Oui, vous dites qu'il y a des gens qui ont dit que c'était pas bon, mais moi, ce que j'observe, puisque j'écris et que j'ai beaucoup d'amis auteurs, c'est que les gens peuvent avoir sur le même texte des jugements totalement opposés, parce que, donc, vous le savez sans doute, je fais des articles tous les jours, et j'ai un lectorat sur c'est des adresses email de gens que j'ai en général rencontrés. Et donc, sur exactement le même texte, j'ai d'immenses félicitations et des fois, des gens qui ne peuvent pas supporter. Mais c'est le même texte exactement que j'envoie en groupé plusieurs fois. Donc, vous avez pensé à ça, que les gens que vous avez vus, est-ce que c'était ceux qui ont dit qu'il fallait les... il y avait beaucoup de gens, tout le monde a dit la même chose, ou bien vous avez aussi eu des louanges pour le même texte? Les choses qui ont été supprimées, vous dites il y a des textes, si j'ai bien compris, qui n'ont pas été mis. Je dois dire, non, vous ne voulez pas, mais je ne me souviens pas. C'est Je me souviens pas du tout. Oui. Oui. Vous intitulez votre livre La poésie brûle. Comme vous le savez, De Guy par exemple a tellement dit, le mot poésie est homonyme de tout. On trouve de la poésie dans la prose, on en trouve dans la musique, on en trouve partout. Pourquoi n'avoir pas intitulé votre livre Le poème brûle? Le poème brûle. Je ne sais pas. Est-ce que le poème est masculin? Voilà, c'est ça. Une autre question piège? Non, je ne peux pas vous répondre, je ne sais pas. Non, puisque comment dire, les références sont essentiellement des poètes qui écrivent du poème, Oui. en vers, Oui. sans faire de jeu de mots avec et donc qui écrivent quelque chose qui ne va pas forcément jusqu'au bout de la ligne, qui a une singularité propre. Bien sûr. Pour moi, le mot poésie, il est tellement vide de sens. Là. Non, c'est parce qu'il est galvaudé, mais là, Oui. C'est Baudelaire. ce n'est pas parce qu'il est galvaudé Il qu'on a peut pas écrit le en reprendre vers. dans son sens. Tu vois? Baudelaire, il a écrit les fleurs du mal en vers, et puis après ça, Oui, le oui. spleen de Paris qui n'est pas en C'est vers. pas ce que je veux dire. Oui. Non, je comprends ce que vous voulez dire, mais j'avais pas pensé à ce. Moi non plus. Je n'ai pas pensé à tout ça. Dire que la poésie est galvaudée, sûrement. Non, mais le je mot, veux dire, le mot. Ce que veut dire Yves, c'est que le mot poésie est galvaudé au Oui. sens où on Oui, entend, oui. c'est poétique, etc. Mais je sais pas, quand moi ça ne m'a pas. Quand je dis la poésie brûle, j'ai entendu la poésie.
je ne vois pas pourquoi tu vois, on reprendrait, parce que le mot est galvaudé, il n'aurait Oui, pas son sens ce ne plein. serait pas une bonne raison, effectivement. Il n'aurait Mais pas son sens plein dans un titre. d'une certaine façon, Tu vois, c'est pour être plus près de l'objet. Ouais. C'est le poème. Ce que vous écrivez le matin, c'est du poème, c'est pas de la Il poésie. peut y avoir un débat, en somme, assez infini sur ce qu'est la poésie, ce qu'elle n'est pas. C'est pas parce que ça rime que c'est de la poésie. Racine, c'est pas Oui, bien forcément sûr, bien sûr. poétique. Je veux dire, c'est une vraie question, mais la réponse n'est pas facile. Où commence la poésie Oui. et où est-ce qu'elle se termine? On sait, on peut savoir où elle se termine. Je veux dire, quand on lit certains poèmes, on entend tout de suite que c'est pas de la poésie. On peut dire en négatif ce qui n'est pas poétique. Et encore, c'est même pas sûr. Parce que ça peut être poétique pour quelqu'un d'autre. On peut trouver Pompier, par exemple, beaucoup de poèmes de Victor Hugo, très pompier. Et puis pour d'autres personnes, c'est poétique. Donc c'est pour ça que j'ai commencé par ne pas pouvoir répondre à votre question, mais je la comprends mieux maintenant. Je voudrais intervenir un peu. J'ai bien aimé l'histoire de Sabreux. Ici, Sabreux. Lacan, il utilise un autre. Je peux permettre de parler de Lacan parce que Mais bien sûr. vous n'en parlez pas beaucoup ici. Apparemment, il a l'air d'être mis un peu de côté. Il a parlé, lui, justement, du problème du symptôme, le symptôme qui brûle. Et donc, il dit, nous, on a affaire aux symptômes qui brûlent, aux symptômes qui brûlent. Et donc, il dit, par contre, les mathématiciens, ils ont affaire au réel comme un feu froid. Donc, il est allé chercher du côté de la mathématique des solutions aux questions que posait effectivement l'existence de l'inconscient structuré comme un langage. Il n'y en a qu'un inconscient, structuré comme un langage. Il a pu le démontrer, ça. Alors, bien entendu, il finit quand même par dire, à la fin de ses dernières années d'enseignement, que par exemple, l'avenir de la... Parce que c'est l'histoire de Neuroméen. L'avenir de la psychanalyse ne sera pas mathématique. Hein, c'est déjà dit dans Encore. N'empêche qu'il a passé plusieurs années à tripoter le nœud borroméen dans tous les sens, jusqu'à dire que c'était sa structure à la noix. À la noix. Et donc il a balayé pratiquement tout son enseignement, petit à petit, il a tout effacé comme ça, et il débauche sur ce qu'il appelle, lui, une poématique. Il utilise ce terme parce qu'il ne se prétend pas être un poète, encore que chez Lacan, il y a des phrases qui, moi, me bouleversent tellement c'est beau. Enfin, il a écrit des poèmes aussi. Qui suis, je suis à la place d'où se vocifère que la jouissance est un défaut dans l'univers du non-être. Si ce n'est pas de la poésie, ça, je pense que c'est des phrases comme ça qui sortent. Alors, cette histoire de poématique, il termine là-dessus, et il va faire référence plutôt au poète chinois, à la poésie chinoise. Et il ajoute un truc qui est que, moi je ne le savais pas bien sûr, mais il dit que justement les poètes chinois, quand ils lisent en public leurs poèmes, parce que ça se pratique beaucoup là-bas, puisque les gens ne savent, beaucoup de gens à l'époque ne savaient ni lire ni écrire en Chine, je suis allé là-bas et je m'en suis bien aperçu. Il y a des écrivains publics encore, parce que les gens ne savent pas lire et écrire. Et il dit que eux, ils chantent, ils chantent et comme on insiste beaucoup justement dans la psychanalyse sur il faut écouter les modulations de la voix, de la parole. Alors, il parle de ça, il dit, contrairement à ce que disent les sagesses de la nation, ce sont les écrits qui s'envolent. Que ce sont les paroles qui restent. Les paroles qui restent, elles sont constitutives, dit d'une certaine façon, elles sont constitutives de la fabrication de l'inconscient pour chacun des sujets.
Mais vous avez, Gérard, dans votre livre, une entrée. Donner la main en kanji. Sur la poésie chinoise. Donner la main. Si vous me permettez, j'avais une question un peu naïve et sans doute malvenue après un tel exposé. Vous évoquez le fait que écrire de la poésie chez vous se faisait à certains moments du jour, ou plutôt de la nuit, à la fin, à l'issue de vos rêves. Par ailleurs, vous avez eu une carrière, vous avez écrit souvent des ouvrages charpentés, de la prose. Et la question que je vais vous poser, toute bête, c'est dans la construction de cet ouvrage, comment avez-vous appréhendé les zones de frottement, ou les zones de contact entre ces deux pratiques d'écriture très différentes parce que ce n'est jamais simple d'écrire, ce n'est jamais simple d'écrire en prose ou en poésie, mais dans la mise en œuvre ou le façonnement de votre ouvrage, comment avez-vous géré ces transitions, ces absences de transition, peut-être ces résonances? Comment avez-vous apporté? Est-ce que ça a été un problème pour vous ou est-ce que ça vous a paru complètement naturel? Est-ce que je vous embête avec ma question? C'est possible, hein, je ne vous en voudrais pas, hein, vous pouvez me le dire. Mais... Non, mais vous ne m'embêtez pas, mais les zones de frottement, je ne vois pas très bien. Et, c'est qu'il n'y en avait pas là. Je ne sais pas. Je sais pas vous répondre. Je veux dire, il y a une espèce de... pour moi, je veux dire... la compréhension de ce que j'écrivais ne m'est venue que relativement tard par rapport au travail. Donc le frottement, en quelque sorte, c'était une question intime de ce que je n'avais même pas compris moi-même, de ce que j'étais en train de faire. C'est là qu'était le frottement principal. Et comme je disais tout à l'heure, il y a dans les 2 derniers chapitres, il y a des questions. Je n'ai pas encore compris pourquoi je me pose ces questions. Je sais que ce sont des questions importantes. Mais la réponse, je ne l'ai pas encore. Donc c'est là que se trouve ce que vous appelez le frottement, qui est un terme que je n'avais pas pensé. C'est pas entre les chapitres. Je comprends. On va peut-être arrêter, non? J'avais juste une question aussi, mais peut-être que je t'apprends pas trop à tout de suite parce que je n'ai pas lu le livre là, mais est-ce que tu as pensé à parler de la volonté de créer une langue fondamentale chez un certain nombre de poètes comme Arthur Rimbaud et qui en fait se défendaient quand même à un certain moment, à chaque fois à des moments précis de leur vie, de faire de la poésie justement en tant que poète? Est-ce que tu parles de ça? Oui. Surtout pour un poète russe qui s'appelle Khlebnikov, qui a inventé une langue fondamentale, le zaoum. Le zaoum, c'est très intéressant de voir le rapport progressif des glossolalies, de ce que Artaud appelle les crottes glossolalies. Comment ça fait des petits cailloux? C'est comme quand on veut franchir une rivière, on met des petits cailloux, et puis après il y a suffisamment de cailloux pour poser un pied dessus, et puis traverser la rivière. Le zaoum, son ambition, c'était de se solidifier jusqu'à devenir une langue fondamentale. L'époque où a écrit Khlebnikov, c'est une époque, je ne sais pas, 30 ans avant, 30 ans après, où il y a un nombre assez important de langues fondamentales qui ont été inventées. Pas toujours par des poètes. Par exemple, Schreiber, lui aussi a inventé une langue fondamentale. Enfin, il a dit ce que c'était, il ne parlait pas en langue fondamentale, que c'était un vieil allemand. Voilà, c'est une nostalgie d'une langue d'avant la parole, une langue babélique. Mais je ne dirais quand même pas que c'est la langue. Au sens de Lacan. C'est pour ça que je ne vais pas parler de Lacan, je n'ai pas voulu rentrer dans quoi que ce soit de polémique. C'est pour l'histoire de
l'histoire du langage. Oui. Le langage, on ne sait pas d'où ça vient. Et on ne sait pas où ça va, c'est clair et net. Il est là depuis toujours et il sera là après notre mort, le langage. Hein. Oui. C'est ça qui est important à souligner dans la conception Tout à fait, du oui. langage. Oui. Mais il y a quand même une distinction à faire entre ce qui s'écrit et ce qui se parle. Une dimension très importante qu'il faut trancher. Alors, est-ce qu'il y a une théorie du poème? Moi, j'ai rien compris à ce que vous avez dit. Ça, c'est plutôt bon signe. Je ne savais pas que la poématique, c'est un néologisme de Lacan, puisqu'il est rentré dans le néologisme. Il en a inventé 789. Il n'y en a aucun qui est passé dans le domaine public. Hein, c'est comme ça. Hein. Et quelque part, il a souligné d'une certaine façon quelque chose de son propre échec. Hein. Est-ce qu'on peut écouter Glemnikov? Oui, on peut écouter Khlebnikov, mais je voudrais dire une chose tout de suite avant, c'est les analogies importantes qu'il y a entre ce que Lacan a écrit et ce que Khlebnikov a écrit. Comment Des analogies importantes entre ce que Lacan a écrit et ce que Khlebnikov a écrit. C'est-à-dire que Lacan n'ignorait rien. Khlebnikov, il le connaissait sûrement pas parce qu'il n'était pas traduit à l'époque. Oui, c'est possible. Oui. Mais en tout cas, le procédé lui-même, il ne l'ignorait pas, puisqu'il l'a employé pour un certain nombre de termes. Par exemple, pour le terme de la troisième, Khlebnikov dit à peu près la même chose. Voilà. Pour dire que c'est une nostalgie de la parole, qui est une langue fondamentale, une langue première que les hommes pourraient parler ensemble un jour. Oui. Cette langue première, il n'en existe plus qu'un seul mot. Deux mots qui existent encore de cette langue première, c'est papa et maman. Ça se dit pareil dans toutes les langues du monde. Donc, je veux dire, ce rêve de langue fondamentale, ce qui est intéressant, c'est qu'il a eu quand même son histoire de manière très datée, pendant un siècle à peu près. Il y a beaucoup de gens qui ont inventé des langues fondamentales. Voilà. Je n'en dirai pas plus sur la question parce que je n'en sais pas plus. En tous les cas, vous parlez de Glemnikov qui convoque le cas. Oui. L'âme des choses, c'est des Égyptiens. Et donc ce petit passage, c'est « K était mon ami, je l'ai aimé pour son tempérament d'oiseau, son insouciance, son esprit. Il était commode comme un imperméable, il enseignait qu'il existe des mots avec lesquels on pouvait voir, des mots Dieu et des mots main, avec lesquels on pouvait faire quelque chose. » C'est bien. Bon, alors la parole, elle est pleine de malentendus, et l'écrit, il est confusionnaire. Oui. Tous les deux. Il y a une intention, on ne va pas dans ces débats parce que c'est bien compliqué, mais il y a une intention de signification. Voilà, Il y a un passage sur vous insistez là-dessus, c'est assez clair. C'est assez clair. Maintenant, si on est, il n'y a pas besoin de parler de Lacan pour comprendre quelque chose de voilà. Moi, c'est ce que j'entends un petit peu là-dedans aussi, c'est sous-jacent. C'est certes, il doit avoir encore 12 minutes. Non, mais Gérard est très lacanien aussi. Ah, mais je pense qu'il faut le lire, ça. Vous verrez. Même s'il ne prononce pas les concepts, justement, il est très lacanien. Il est poète assez. Vous verrez. Bon, écoutez, on ne va pas vous retenir en otage, là, avec les mains. Mais il faut acheter ce livre, ça. Oui.
Je vais le relire. La pratique de Lacan.